La gestion du pays est compromise, surtout au niveau des collectivités décentralisées. Raison en est la non-mise en place d'une décentralisation effective, a souligné aujourd'hui le Centrarut Madagascar durant l'atelier sur la structure locale de concertation et la décentralisation du pouvoir. Le tracé de la route reliant Ifata à Buchmanzak a été modifié, ce qui va entraîner la démolition de nombreux projets d'infrastructures prévus pour un centre commercial destiné à employer environ 3000 personnes. Aujourd'hui, une centaine de ces employés ont brandi des banderoles le long de cette voie. Dans l'actualité internationale, l'armée israélienne a indiqué avoir tué jeudi 5 combattants palestiniens retranchés dans une mosquée au deuxième jour d'une vaste opération antiterroriste dans le nord de la Cisjordanie occupée, en marge de la guerre dans la bande de Gaza avec le mouvement islamiste Hamas. La gestion du pays est compromise si le système de gestion des collectivités décentralisées n'est pas correctement mis en place, a souligné aujourd'hui le Centrarut Madagascar. Il est donc crucial d'améliorer la structure locale de concertation, un dispositif qui permet aux citoyens de participer au développement local. Ce système joue un rôle important dans la gestion et la prise de décision, contribuant ainsi au développement des communes. La structure de concertation vise à faciliter les échanges et les discussions pour soutenir les responsables communaux dans l'amélioration des services aux citoyens. Une étude menée par le Centre sur 4 communes, 2 avec une SLC et 2 sans, à savoir Sabutsnamean, Tanzumbat, la commune urbaine d'Antananarive et la commune urbaine d'Amboust, a révélé que le renforcement de la participation citoyenne contribue significativement à la stabilité des dirigeants et à l'efficacité des décisions des organes délibérants au niveau communal. De nombreuses propositions et lois ont été avancées par les politiciens, notamment le parti MMM ou Malakas Mialemeg en 2014 pour une véritable décentralisation du pouvoir. Mais peu de ces propositions ont été retenues par l'Assemblée nationale. La loi sur la décentralisation, proposée par notre parti en 2014, a traversé un long processus d'adoption. Bien que l'Assemblée nationale n'ait pas retenu toutes les propositions, la majorité, dont celle concernant la structure locale de concertation, a été adoptée. Cependant, cette structure, peu connue avant l'adoption de la loi, n'a pas fait l'objet d'un débat approfondi. Parmi les modifications, nous l'avons d'ailleurs vu dans les recommandations. Nous avions proposé par exemple pour Antananarive un maire par arrondissement, puis un maire pour l'ensemble. Chaque arrondissement aurait ainsi une structure dirigée par un élu, plutôt qu'un nominé et un conseil. Cette proposition n'a pas été acceptée par la majorité à l'époque, qui a préféré un seul dirigeant et un conseil pour Antananarive. Nous voyons maintenant les résultats, un retard en termes de développement. Le parti MMM a par ailleurs souligné l'importance de renforcer la concertation locale et de mettre en œuvre les dispositions des lois en vigueur pour parvenir à une décentralisation effective du pouvoir. Un atelier sur la structure locale de concertation et la décentralisation du pouvoir s'est tenu aujourd'hui au Centrarut Faravouach. L'événement a réuni des chefs de parti, des organisations de la société civile ainsi que de nombreuses institutions. Les conclusions de l'atelier, qui sortiront demain, mettront en évidence les points à améliorer concernant la SLC et la décentralisation à Madagascar. Ces recommandations seront soumises aux responsables de l'État dans le but de favoriser le développement du pays. Une centaine de personnes ont brandi des banderoles aujourd'hui sur la voie rapide reliant Ifata à Buchmanzak. Leur manifestation est motivée par le changement de tracé de cette route qui entraînera la démolition des infrastructures pour la création d'un centre commercial où ils devaient travailler. Centre commercial qui doit offrir des emplois à plus de 3000 personnes. Le propriétaire du terrain de 4 hectares sur lesquels ces constructions ont été réalisées a révélé que son terrain n'était pas inclus dans le plan initial publié par les autorités en août 2020.
C'est pourquoi il avait décidé d'y installer ce vaste projet coûtant des milliards. Nous demandons le respect du tracé initial de 2020, qui ne traverse pas entièrement notre terrain, mais seulement une petite partie que nous avons déjà concédée. Nous réaffirmons que nous ne nous opposons pas à la construction de la route, car elle bénéficiera à la commune et à Madagascar, en réduisant les embouteillages. En outre, une décision du Conseil d'État avait déjà ordonné la suspension des travaux, mais en attendant le verdict du tribunal, les travaux de construction de la route continuent et s'approchent dangereusement des infrastructures existantes. Nous avons déjà engagé une procédure auprès du tribunal et l'affaire est déjà passée au niveau du Conseil d'État. Bien que les entrepreneurs aient reçu un sursis de travaux, ces derniers les poursuivent encore. Interrogée, la commune de Taladamati a confirmé que les propriétaires du terrain avaient obtenu les permis nécessaires et que tous les documents étaient en règle pour la construction de ces infrastructures. D'abord, la construction a nécessité un certificat de situation juridique, qui était en règle, ainsi que les autres documents exigés par la commune, lesquels ont également été fournis. Étant donné que le terrain leur appartient, ils avaient le droit de construire. Les travaux, comprenant le remblai et la construction dite, ont déjà débuté vers 2016. La prise de mesures par les autorités concernant cette affaire est attendue, notamment en ce qui concerne le risque que 3000 jeunes pourraient perdre leur emploi. Ce n'est que lorsque le navire médical Mercy Ships s'apprêtait à quitter le pays que les dirigeants ont finalement accepté de lui accorder un protocole d'accord pour prolonger ses interventions. Selon les analystes politiques, cela illustre que la santé n'est pas une priorité pour les dirigeants. En effet, il y a quelques jours, les responsables de Mercy Ships ont annoncé aux patients bénéficiant de leurs services gratuits qu'ils cesseraient les opérations en septembre prochain en raison de la non-signature du nouveau protocole d'accord. De nombreux patients inquiets et désemparés ont exprimé leur frustration et ont appelé les dirigeants à signer cet accord. Pourtant, ce n'est qu'hier soir, lors du Conseil des ministres, qu'il y a eu adoption de la communication verbale pour finaliser cet accord de coopération entre l'État malgache et l'organisation non gouvernementale Mercy Ships. Peu importe la nature de l'accord, il aurait été simple d'effectuer le prolongement comme l'avait fait le régime précédent en 2018, en prolongeant immédiatement l'accord après son expiration. On se demande si la santé publique et les conditions sociales du peuple sont réellement une priorité pour les dirigeants actuels. Ils n'ont songé à adopter la communication verbale qu'au dernier moment de l'expiration de l'accord. Le comportement des dirigeants reste douteux, en particulier en ce qui concerne les raisons pour lesquelles ils ont tardé à accorder cette autorisation. Est-ce parce que cet accord ne présente aucun intérêt pour les dirigeants que sa gestion a été négligée? Je m'excuse, mais les réflexions des analystes tendent à le suggérer. Si ce n'est pas l'absence d'intérêt personnel, vu que c'est gratuit qui entrave leur engagement, il serait préférable qu'ils clarifient la situation. S'il existe un autre accord, en dehors de la gratuité, il devrait expliquer clairement au public que des redevances sont dues à Madagascar. Ainsi, le peuple comprendrait mieux les raisons du manque de précipitation et pourrait accepter la situation. Rappelons que ce protocole d'accord est essentiel pour permettre à Mercy Ships de rester à Madagascar et de poursuivre ses interventions jusqu'à fin 2025. Les déclarations concernant cette affaire ont conduit les autorités à poursuivre le journaliste Michaelis Temaas de Thomasl. Selon les observateurs, étant donné que les autorités ne sont pas en mesure d'offrir un traitement gratuit comme le fait Mercy Ships, elles ne devraient pas entraver leur travail. Madagascar n'a pas participé à la 17e édition des Jeux paralympiques. Actuellement en cours à Paris, il devait être représenté par un athlète malvoyant déjà présent aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021.
Cependant, cet athlète n'a pas pu participer aux compétitions intermédiaires cruciales pour établir son classement et obtenir une wildcard nécessaire pour prendre part aux Jeux de Paris. Nous n'avons pas pu envoyer d'athlètes aux Jeux paralympiques de Paris car l'International Paralympic Committee ne nous a pas accordé de wildcard. Notre athlète n'a pas pu participer aux compétitions intermédiaires, ce qui l'a empêché d'avoir un classement. Il n'a donc pas pu avoir cette carte jusqu'à la dernière minute. Comme la plupart des athlètes malgaches, cet athlète n'a pas pu participer aux compétitions internationales nécessaires pour obtenir la wildcard en raison de contraintes financières. L'État malgache nous a soutenus pour participer à la Coupe des clubs champions Audisport de l'océan Indien, qui s'est tenue du 28 juin au 1er juillet. Cependant, nous n'avons pas trouvé de financement pour les compétitions intermédiaires. Nous lançons donc un appel aux généreux donateurs et aux partenaires pour les prochaines. Les Jeux paralympiques de Paris ont débuté hier et durent 11 jours. Ils réunissent environ 4400 athlètes. Parmi eux, 314 viennent de 44 pays africains, un chiffre en baisse de 29% par rapport aux Jeux de Tokyo en 2021. De l'argent et du riz sont exigés des parents dans les communes rurales s'ils souhaitent scolariser leurs enfants dans les écoles publiques. À cela s'ajoute le coût des fournitures scolaires qui pèse lourdement sur les familles. J'ai 5 enfants scolarisés, le plus âgé en 6e et le plus jeune en CP2. Ils fréquentent tous des écoles publiques. Nous devons payer les enseignants FRAM, soit un total de 12 000 ariars et 10 000 ariars par parent pour les CEG. Face à ces difficultés rencontrées par les parents, l'Association des femmes malagasy Miaramieng poursuit sa campagne de vente de fournitures scolaires à prix abordable. Cette initiative ne fait aucune distinction entre les parents dont les enfants fréquentent les écoles publiques et ceux dont les enfants ne les fréquentent pas. Les difficultés rencontrées par la population, en particulier en milieu rural comme à Viliaz, sont frappantes. En effet, même pour accéder aux écoles publiques, des frais sont exigés. Les parents doivent également faire face aux coûts liés au déplacement vers la capitale. Pour alléger cette charge, nous avons décidé de collaborer avec l'Association des femmes malagasy Miaramieng et de bénéficier de leur campagne. Cette initiative a apporté un soulagement financier aux parents. Les descentes dans des zones rurales, comme Viliaz, sont cruciales et la vente organisée a été très utile, avec une large gamme d'articles proposés. La campagne de vente de fournitures scolaires à prix abordable du VMMM se poursuivra demain dans les communes de Sapus-Namel et à Katnadjil. À l'aide de son portable, cet homme inspecte le sol maculé de taches de sang, celui de son fils, ambulancier du Croissant Rouge tué lors de l'incursion israélienne. Ils l'ont tué, ils l'ont emmené dans la cave de cette maison et ont attaché ses mains avec des cordes. Il était autour de 5 heures du matin quand l'armée s'est retirée. Les voisins sont venus et ils ont vu des taches de sang qui les ont menés jusqu'à lui. Qu'il repose en paix, c'est un martyr. Cette incursion à Kfar Dan fait partie d'une opération à grande échelle menée par Israël depuis mercredi soir en Cisjordanie. L'armée a annoncé avoir tué 5 combattants dans un raid nocturne sur une mosquée. Le djihad islamique a confirmé la mort d'un de ses commandants. Le gouvernement israélien déclare vouloir faire passer un message. Notre politique est claire. Il n'y aura pas de lieu sûr, pas de sanctuaire, aucun endroit où les terroristes se sentent en sécurité et en position de contrôle. Le bureau du Haut-Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme en Palestine dénonce une violation du droit international. Des milliers de Palestiniens ont été arrêtés arbitrairement et torturés, sujets à la violence acharnée des colons. Leur liberté d'expression et de mouvement est restreinte. Leurs maisons et leurs propriétés sont saisies ou déplacées de force. Israël, en tant que pouvoir occupant, doit respecter le droit international. Des frappes aériennes, des routes détruites par des bulldozers et des blindés patrouillant dans Jénine encerclés par l'armée israélienne. Les incursions se poursuivent ce jeudi avec des arrestations dans des camps de réfugiés, comme ici à Nour Shams. Des violences qui font craindre une expansion de la guerre entre Israël et le Hamas,
sur un nouveau front.